Vous écoutez Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Et nous voici de retour pour notre second rendez-vous de la journée en direct du stand de la Banque des Territoires sur ce salon Educatech Educatis 2021 consacré au numérique inclusif. Avant de nous plonger dans ce sujet, on va prendre une petite prise de température dans les allées du salon avec vous, Alexandra Delaunay. Et oui, Héloïse, après l'agitation de la matinée, on a senti une petite pause déjeuner, mais ça repart doucement entre les stands. Je suis justement avec une visiteuse. Bonjour Céline, enseignante à l'Académie de Poitiers. Bonjour. Qu'êtes-vous venue chercher au salon Educatech aujourd'hui ? Bon, moi je suis de passage pour la journée, mais je suis venue trouver, comme beaucoup de mes collègues, quelques solutions, quelques idées, quelques pistes d'innovation pédagogique que je pourrais ensuite ramener dans ma classe. Et est-ce que vous avez déjà vu des stands intéressants ? Oui, tout à fait. Je me suis arrêtée sur quelques stands, on ne peut pas lui donner les noms là. Non. Voilà, donc de fournisseurs en tout cas, et qui m'ont bien aidé, qui m'ont donné quelques nouveautés, quelques pistes que je n'ai plus qu'à creuser. Et puis c'est vrai que ça ouvre des perspectives pour des projets intéressants avec les élèves. Et est-ce que vous allez participer à des ateliers ou des tables rondes, et sur quelle thématique ? Malheureusement non, je ne vais pas avoir le temps. En fait, je vais privilégier plutôt la découverte du salon et différents stands. Parce que c'est vrai que là j'ai vu quelques stands que j'avais ciblés. Maintenant j'ai encore un petit peu de temps, donc je vais passer un peu plus de temps sur les autres stands. Mais ouais, mon temps est assez compté là. Eh ben, on vous souhaite une bonne visite et bonne continuation. Et oui, ça bouge, ça circule autour de nous. Ça circule. Vous devez bouger. Vous avez rendez-vous sur un stand. Pour l'instant, on le tient secret, Alexandra. Et oui, ce sera donc tout à l'heure en direct du stand. Donc l'un des projets lauréats du dispositif numérique éducatif et numérique inclusif de la Banque des Territoires. Que nous dévoilons dans quelques minutes. À tout de suite, Alexandra. Merci. Numérique inclusif, oui, deux mots qui devraient toujours être liés. Et pourtant, depuis la crise sanitaire, on constate que le numérique a autant le pouvoir de creuser les inégalités que de les réduire. Mais la crise sanitaire, c'est aussi un magnifique coup de projecteur sur la formidable capacité d'initiative et la créativité des particuliers, des associations, des collectivités, des entreprises. Et justement, on va en parler de ces initiatives, de cette créativité avec la Banque des Territoires qui a créé un dispositif numérique inclusif, numérique éducatif pour soutenir les initiatives et les projets qui méritent d'aller plus loin et d'être mis en œuvre plus largement pour réduire l'exclusion numérique. Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Et pour découvrir ensemble le dispositif numérique inclusif, numérique éducatif et quelques-uns des projets sélectionnés, mais pour l'instant, secret, nous recevons Nicolas Turca, responsable du service éducation, inclusion numérique et service au public de la Banque des Territoires. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous sommes aussi avec Julie Stein, chargée de projet inclusion numérique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également deux partenaires et membres du premier jury qui s'est réuni vendredi dernier pour désigner les projets lauréats du dispositif que nous découvrons ensemble aujourd'hui. Guilhem Pradalier, DG, directeur général de l'AMEDNUM. Bonjour. Bienvenue. Et à mes côtés, pour le réseau Canopé, Nicolas Turca, directeur de cabinet. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Bienvenue, je suis très bien entourée, je suis ravie d'être avec vous. On va remonter à l'initiative de ce dispositif. D'abord, Nicolas Turca, pourquoi la Banque des Territoires a-t-elle décidé de mettre en place numérique inclusif, numérique éducatif ? Alors déjà en premier lieu, les collectivités et les territoires se sont emparés du sujet de l'accessibilité au numérique depuis de nombreuses années, voire de décennies. D'accord ? La Caisse des dépôts et la Banque des Territoires accompagnent ces projets-là depuis maintenant quasiment 2007. Et je pense aux projets de cyberbase, de maisons de services au public et puis de maisons France Service et les conseillers numériques France Service qui aujourd'hui sont déjà déployés sur le territoire. C'est la première chose. Donc les territoires s'emparent du numérique et rendent accessible ce numérique. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la crise sanitaire aujourd'hui qu'on traverse encore rend indispensable cette action d'être capable de mettre à portée de toutes et tous ce numérique d'opportunité. Je m'explique. Vous avez aujourd'hui 13 millions de Françaises et de Français qui sont exclus du numérique, qui sont des naufragés du numérique pour des questions d'équipement, pour des questions d'infrastructure,
pour des questions de connectivité ou pour des questions d'usage, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment est-ce que j'utilise, voire parfois ils sortent du numérique parce qu'ils n'y comprennent rien et que c'est trop compliqué. D'accord ? Donc c'est quelque chose de fondamental, ça représente 20% de notre population. On sait aussi que pendant la crise sanitaire, 1,6 million d'enfants n'ont pas accédé lors du premier confinement à de l'équipement et n'avaient pas accès par conséquent à tous les dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement, Ma classe à la maison, un certain nombre d'autres choses ont pu être mis et déployés lors de cette crise. Donc c'est un sujet majeur. Et aujourd'hui, comment est-ce que les collectivités accompagnent ? C'est le sujet qu'on cherche à creuser. Nous, la Banque des Territoires, on a ce triple rôle de financer, d'opérer et d'accompagner les projets. Aujourd'hui, on cherche à comprendre avec cet appel à manifestation d'intérêt le sens et la façon dont on doit porter et passer à l'échelle un certain nombre de projets, quels qu'ils soient, des projets, vous allez le voir, d'équipement, des projets d'accompagnement d'usage, et dans toute leur diversité, et de se dire on va essayer de faire quelque chose pour que ça soit le plus efficace pour le plus de monde possible. Voilà. La Fondation Break Poverty, qui fait également partie du premier jury du dispositif numérique inclusif, numérique éducatif, qui lutte contre la pauvreté et ses conséquences sur la destinée des enfants, est très engagée aussi sur cette thématique du numérique. Je vous propose d'écouter sa directrice générale, Valérie Daher. Banque des Territoires, la radio. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un jeune sur 4 en France vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire qu'il vit dans un foyer qui a un revenu net mensuel inférieur à 40% du revenu médian. Donc clairement, le quotidien est semé d'embûches. Ils n'ont pas forcément l'aide dont ils ont besoin à la maison pour pouvoir étudier. Ils n'ont pas forcément les conditions de travail idéales pour pouvoir étudier correctement. Ils n'ont pas l'outil informatique nécessaire pour pouvoir en fait faire des études, faire des recherches, les aider dans leur orientation. Pendant le premier confinement, près d'1 million de jeunes ont été perdus de vue par l'éducation nationale. 50% d'entre eux n'étaient absolument pas perçus comme des élèves à risque. Et on sait que derrière ce million d'élèves perdus par l'éducation nationale, un grand nombre d'entre eux étaient privés des moyens informatiques pour se connecter à l'école à distance. Et on sait aujourd'hui que parmi les non-diplômés, près de 50% en fait n'ont pas l'accès à l'outil numérique et surtout ne savent pas l'utiliser. Donc on voit à quel point ne pas avoir accès à un ordinateur, à une connexion Internet, ne pas savoir utiliser un ordinateur peut effectivement condamner un grand nombre d'élèves à l'échec scolaire. Alors pour moi, il y a vraiment 2 points qui sont absolument essentiel. Le premier, c'est le aller vers, parce qu'effectivement, on constate malheureusement, quand on parle d'électronisme, qu'il y a derrière cette réalité un grand nombre de personnes, mais que ces personnes, en fait, sont souvent très pudiques devant cette difficulté. Et il faut absolument pas attendre d'eux qu'ils viennent vers nous. Il faut mettre en place des dispositifs qui vont vers eux. La première chose. Et la deuxième, c'est effectivement que les dispositifs soient adaptés à tous. Apprendre le numérique à des jeunes qui n'ont jamais touché à un ordinateur, dans des classes SECPA, par exemple, c'est pas du tout la même chose qu'auprès d'autres publics, en fait. Et donc, il faut avoir des outils qui soient adaptés à leur âge, qui soient adaptés à leur niveau, qui soient adaptés à leurs références culturelles, des pédagogies qui soient actives, qui soient ludiques, qui leur permettent effectivement d'apprendre l'utilisation de ces outils avec les codes qui sont les leurs. Pour nous, c'est vraiment important de sensibiliser sur ce sujet et surtout de mobiliser un maximum d'acteurs. Donc on est évidemment très sensible à ce que fait la Banque des Territoires à nos côtés pour nous aider sur cette problématique-là. Mais je pense qu'il est vraiment important qu'un maximum d'acteurs s'engagent pour que plus aucun jeune puisse aujourd'hui souffrir de cette fracture numérique qui malheureusement l'empêche de réussir à l'école. Vous écoutez Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Nicolas Turca, cette notion de aller vers, elle est importante. Alors cette notion de aller vers, elle est même fondamentale parce que, et d'ailleurs, je vais toujours revenir à cet angle territorial, je suis désolé, mais dans un paquet de territoires et de collectivités territoriales, aujourd'hui, vous avez des bibliobus, vous avez des camions qui sillonnent et qui vous permettent d'accéder au savoir de manière partagée, plus ou moins partagée, de manière plus ou moins moderne d'ailleurs. Enfin, c'est pas grave au final. Ça permet justement de toucher le plus grand nombre et dans des territoires qui sont souvent très fragiles. Je pense à une communauté de communes qui est au Fait Tout Connecté dans le nord de la France, dans l'Aisne, qui évidemment
un périmètre, l'Interco a quasiment 60 km de périmètre. Donc oui, en effet, pour aller d'un bout à l'autre, il faut pouvoir desservir. Et la camionnette France Service, elle fait aussi bibliobus, elle fait aussi des repas pour un certain nombre d'élèves, et puis elle fait aussi du transport de tablettes, parfois, parce qu'il faut pouvoir emmener les tablettes à l'autre bout de l'intercommunalité pour pouvoir faire une classe numérique tout au fond d'une école. Voilà. Est-ce que c'est ça l'objectif de numérique inclusif, numérique et éducatif? Parce que la Banque des Territoires, elle est, vous l'avez dit, présente sur le numérique inclusif depuis un moment. Vous êtes aussi présent sur les territoires numériques et éducatifs. Donc ça, ce sont des projets d'ampleur. Là, est-ce que c'est d'aller chercher les pépites, les petites pépites et de les booster, comme peut-être ce camion bibliothèque, et de l'amener plus loin? C'est d'aller voir d'autres manières de faire. Moi, je pense que le cœur de la stratégie, c'est accompagner. Et je pense qu'on va partager un certain nombre de constats avec mes pairs. Mais c'est vraiment accompagner ces territoires. Et donc, identifier, quels que soient les projets, parce que c'est ça qui est important, c'est quels que soient les projets, finalement, un enseignant ou une collectivité territoriale a un projet X, Y, Z à déployer en matière de numérique éducatif, déployer des tablettes, déployer de la réalité virtuelle, déployer un outil numérique basique ou des ressources numériques lambda, il faut qu'elle puisse pouvoir le faire et trouver de l'accompagnement en la matière. Et nous, le sens de l'appel à manifestation d'intérêt, il était bien d'identifier des formes diverses et variées d'accompagnement et d'inclusion numérique en la matière, voilà. Et de voir ce qui fonctionne pas, voir comment est-ce qu'aussi on peut rapprocher des acteurs, c'est aussi le sens aussi du projet. Avec une logique, oui, un peu d'expérimentation, d'amener plus loin, de voir jusqu'où ça peut aller. Julie Stein, je me tourne vers vous. L'objectif aussi, c'est d'éviter le saupoudrage. Exactement, on n'a pas voulu, on ne veut pas avec cet appel à projet-là juste financer des initiatives qui n'auraient pas vocation à durer et à perdurer dans le temps. Ce qu'on veut vraiment via cet appel à projet-là, c'est poursuivre des projets qui font vivre les territoires, qui lancent des dynamiques sur les territoires, qui répondent aux enjeux de l'inclusion et de l'éducation numérique, qui ont les mêmes sources et les mêmes racines. Et vraiment, ce que l'on veut, c'est que les acteurs travaillent aussi ensemble. C'est l'un des autres grands objectifs de l'appel à projet-là. Et on est convaincu que c'est ce qui concourt réellement à la pérennité de ces projets. Et ça implique que, dès le départ, ce sont des projets qui ont une assise, forcément, que vous allez accompagner. Exactement. D'ailleurs, il y a énormément de porteurs, de répondants à ce projet-là, qui sont des structures qui existent depuis très longtemps, qui font vivre depuis très longtemps les territoires. Et c'est ça qui, pour nous, concourt vraiment à la réussite de notre appel à projet du dispositif. Les critères, dans les grandes lignes, que vous avez appliqués, en tout cas les conditions sine qua non? Les conditions sine qua non, c'était d'avoir des projets qui étaient existants, qui avaient déjà pu montrer de leur impact et de leur capacité à transformer les choses sur les territoires. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était important pour nous, avec une volonté de passer à l'échelle et d'innover, de faire autrement, de pouvoir progresser, de pouvoir changer la manière dont ils avaient d'agir et d'agir notamment avec d'autres acteurs. Ça, c'est un autre critère sur lequel on a été très attentif, le fait que les acteurs travaillent entre eux et surtout entre la triptyque acteurs publics, acteurs privés de l'ESS association et acteurs de la tech et de la EdTech. Et enfin, c'était bien sûr des projets qui agissaient en faveur de la jeunesse, puisque c'est le public qui a été ciblé par cet appel à projet et qui a aussi été le plus durement touché par la crise sanitaire. Il y a aussi deux notions d'échelle. Il y a également deux notions d'échelle, des projets qui agissent à l'échelle nationale, donc sur l'ensemble sur plusieurs régions de France, et des projets qui agissent à une échelle plus territoriale, sur des petites villes, sur des départements, sur plusieurs petits villages, où on voulait aussi que l'appel à projet numérique inclusif, numérique éducatif réponde à tous les besoins et à toutes les échelles de territoire. Nicolas Turquet, vous évoquiez nos invités à ma gauche qui font partie du jury qui a participé à la sélection des premiers projets qui sont accompagnés par le dispositif. Vous vous êtes beaucoup entouré dans le jury d'associations, de fondations, de structures qui ont de l'expérience de terrain. Ah oui, on est une banque. Donc en fait, les banquiers, ils n'aiment pas le risque, donc ils s'entourent d'experts. C'est donc ça. Effectivement, des acteurs nombreux avec des approches très, très complémentaires. Justement, je vais me tourner vers Nicolas Turquet. Je me tourne de ce pas. Un Nicolas Turquet ici, un Nicolas Turquet là. Pardonnez-moi d'avance si je me trompe. Vous êtes directeur de cabinet du réseau Canopé, dont les actions sont axées sur la communauté éducative, avec un travail sur les ressources pédagogiques, mais aussi un accompagnement de terrain des enseignants vers le numérique. Pour vous,
les leviers essentiels de l'inclusion du numérique, c'est quoi ? Alors déjà, je commencerai par saluer le projet, l'initiative de l'appel à projet, parce qu'il me semble important quand même de souligner qu'on est dans un changement de paradigme en termes de logique, puisqu'on est souvent allé dans une logique descendante. Là, on est dans une logique ascendante avec des projets qui viennent du terrain, des initiatives inspirantes qui permettent justement de développer de nouveaux leviers pour permettre l'inclusion numérique en l'occurrence. Et donc de fait, Réseau Canopé évidemment est ravi d'avoir pu participer à ce jury, puisque effectivement ça inspire aussi l'action que nous menons en termes de formation des enseignants, sachant que la formation est évidemment un des piliers essentiels pour pouvoir permettre cette inclusion numérique, dans la mesure où l'ambition est, à mon avis, effectivement, et ça rejoint un peu l'idée d'aller vers, mais de créer un cercle vertueux au niveau des différents acteurs qui permettent justement l'inclusion des exclus, si je puis me permettre l'expression. Effectivement, alors j'ai pour ma part été inspecteur à Mayotte et on imagine assez aisément les problématiques d'accès au numérique à Mayotte. J'étais aussi inspecteur dans le cabinet d'Amiens, donc évidemment les problématiques de l'Aisne, je les connais plutôt bien aussi. Et c'est vrai que si on ne va pas vers les exclus, je reprends cette expression volontairement, on ne parvient pas à créer ce cercle vertueux et à faire en sorte qu'il y ait une ébullition qui soit rassurante. Et tout à l'heure, Nicolas évoquait la question du sens aussi. Et je crois que là où nous étions pendant très longtemps sur une approche quantitative du numérique, en étant sur le champ de l'équipement particulièrement, là, le cercle vertueux que j'évoquais, il est aussi de cet ordre-là. C'est-à-dire que si l'équipement s'associe à la formation et aux ressources, automatiquement, on va pouvoir décupler les effets que l'on souhaite avoir en termes d'inclusion numérique. Et c'est pour ça que le Canopé s'engage dans la formation à acculturer au numérique en donnant du sens au numérique. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on donne un outil, qu'on donne accès à un outil que ça permet la maîtrise, l'appropriation de cet outil. Donc ça, c'est vraiment très important de l'avoir en tête. Et je crois de fait qu'un appel à projet comme celui-ci, où les projets viennent du terrain, permettent aussi de montrer à quel point, d'une part, les enseignants et les acteurs, de manière générale, intéressés par l'éducation, sont en ébullition pour trouver des solutions et faire en sorte que chacun puisse se sentir intégré dans l'environnement numérique. Donc c'est toujours cela, c'est l'outil numérique, c'est l'environnement numérique, la culture numérique, et c'est l'objet d'étude numérique pour que ce triptyque, parce que je vais mettre culture et environnement ensemble, ce sont des points nodaux, j'ai envie de dire, pour pouvoir atteindre les cibles qui sont les nôtres. L'inclusion numérique, donc c'est pas que l'inclusion des élèves, on est d'accord, c'est celle de toutes les professions qui accompagnent les enfants, si on parle des enfants, et aussi il faut oublier personne, les parents notamment, et il y a une grosse action de terrain qui est à mener, que vous menez au quotidien, et que je vais me tourner vers votre voisin, Guilhem Pradalier. Vous aussi, vous étiez membre du jury du dispositif numérique inclusif, numérique éducatif de la Banque des Territoires, en tant que directeur général de la MEDNUM, qui est une coopérative qui rassemble un grand nombre d'acteurs de la médiation numérique. Pour vous, j'imagine, et c'est ce qu'on constate, moi je trouve que c'est ce qu'on commence à sentir, on parle numérique, on parle technologie, mais en fait là, nous, on parle d'une relation de personne à personne presque. Oui, évidemment, et c'était un peu la position aussi de la MEDNUM dans ce jury, on avait une position très transverse par rapport au réseau et à la communauté qu'on rassemble. C'est une centaine d'acteurs qui vont de la toute petite association qui fait du aller vers avec un camping-car, comme l'expliquait Nicolas, pour montrer comment fonctionne l'imprimante numérique ou aider à faire des démarches de base, jusqu'à des beaucoup plus gros acteurs qui ont l'habitude de travailler en réseau, comme Simplon ou comme certaines collectivités qui nous ont rejoints il y a peu de temps. Et voilà, en fédérant les acteurs de la médiation numérique, et aussi divers, on a une importance, nous, sur le fait du travail ensemble et finalement ce lien social qui se crée aussi par le numérique. C'était un des points d'importance dans la vision de la MEDNUM, disons, sur ce jury-là, voire pas uniquement les parties éducatives et l'enfant quand on parle d'inclusion, mais bien penser aux différentes communautés, que ce soit les enseignants, les parents d'élèves, mais un peu plus loin, et que ce soit les acteurs nationaux comme territoriaux, au lien et à l'ancrage territorial qui peut être fait dans les deux cas, et surtout aux écosystèmes existants. On a eu souvent tendance à faire seul, soit de manière isolée dans les territoires, soit nationalement de manière descendante, comme le disait Nicolas depuis des années. Là, il y a vraiment quelque chose en marche pour partir des territoires et faire que une initiative, elle ne soit pas isolée à l'école ou avec les parents, mais bien avec les acteurs de la médiation, associations, entreprises sociales qui sont vraiment autour de ces initiatives. Julie Stein, vous avez constaté, vous, dans l'ensemble des projets que vous avez reçus, combien vous en avez reçus d'ailleurs ? On en a reçu 107 au total. Cette notion de projet transverse, de synergie entre différents acteurs, elle est présente dans beaucoup d'entre eux ?
Elle est présente dans vraiment beaucoup de projets. Elle est quasiment d'ailleurs, pour tout vous dire, dans la totalité des projets qui sont portés dans le cadre de cet appel à projets, puisque c'est des projets où en amont, on a aussi eu, nous, pour tout vous dire, une vraie attention dans l'accompagnement à créer aussi ces synergies-là quand elles n'étaient pas déjà existantes. Mais vous savez, il faut faire confiance au territoire. Sur les territoires, il y a déjà énormément de synergies qui sont déjà en place et qui sont déjà en cours. Et nous, on a fait finalement qu'accompagner, que porter ces synergies-là qui sont déjà existantes. Et quel est votre premier ressenti sur cette première vague par rapport au projet, juste les sensations, voilà, peut-être qui vous a surpris? Alors, elles sont très bonnes, on est vraiment très content des résultats qu'on a eus. C'est vraiment des projets qui, pour la quasi-totalité d'entre eux, ont eu, comme d'ailleurs vous l'avez très bien illustré avec le projet porté par la Fondation Break Poverty, ont eu pour volonté d'accompagner ceux qui en avaient le plus besoin, et donc les élèves, les jeunes qui sont le plus en difficulté aujourd'hui. Et puis la première sensation qu'on a aussi sur ces projets-là, c'est que c'est des lauréats qui sont déjà en place, qui sont déjà installés, donc qui vont encore pouvoir aller plus loin avec la dotation de la Banque des Territoires, et ça, on en est vraiment très content. Bon, je pense que le suspense a quand même assez duré. On va en découvrir quelques-uns de ces lauréats. Guilhem Pradali et Nicolas Turquet, est-ce que vous m'en voulez si je vous demande de laisser un petit micro de libre ? Juste de vous écarter peut-être un peu, mais restez pas loin. On va continuer à discuter ensemble, puisque nous allons désormais découvrir cette créativité, ces talents et cette générosité qui sont mis en valeur et propulsés à partir de maintenant par la Banque des Territoires. Banque des Territoires, la radio en direct du salon Educatech Educatis. Oui, toujours sur le stand de la Banque des Territoires pour évoquer ce dispositif numérique inclusif, numérique éducatif, en compagnie de Nicolas Turquet, responsable du service éducation, inclusion numérique et service au public de la Banque des Territoires. Julie Stein, chargée de projet inclusion numérique de la Banque des Territoires également. Julie, parmi les 40 projets retenus, vous avez choisi de nous en présenter 4, 2 à l'échelle nationale, 2 à l'échelle territoriale. On commence par l'échelon national avec ce projet qui nous parle de littérature. Un petit mot ? Le projet Short Edition, effectivement, on est très content qu'il soit lauréat de cet appel à projet-là. C'est vraiment pour nous un projet qui illustre bien le but de l'appel à projet numérique inclusif, numérique éducatif, puisque c'est utiliser le numérique pour justement inclure les publics qui en ont le plus besoin, et qui fait preuve finalement d'innovation aussi, parce qu'il est original. Vous l'avez dit, c'est un projet qui utilise le numérique pour favoriser la création, l'écriture, la littérature, l'aller vers la lecture. Et je vais laisser Isabelle en parler mieux que moi, j'en suis sûre. Isabelle Pleuplé, associée fondatrice de Short Edition, qui nous rejoint à l'instant. Bienvenue sur le stand de la Banque des Territoires. Merci de m'accueillir et bonjour à tous. Et on est très honorés d'être soutenus dans notre action par l'accompagnement de la Banque des Territoires. Un petit résumé de l'histoire de Short Edition, parce que vous éditez des nouvelles, mais l'histoire, elle est pas si courte que ça, mais elle commence entre les montagnes du côté de Grenoble, c'est ça ? Absolument, oui. Le Short Edition a été créé en 2011 à Grenoble, et historiquement, nous sommes éditeurs de littérature courte, éditeurs communautaires, propulseurs de littérature courte. Et notre ADN, c'est de vouloir rapprocher la lecture et l'écriture de tout un chacun, et que ce soit gratuit pour le lecteur et pour l'écrivain, enfin l'auteur qui a un talent populaire que nous avons envie de retrouver. Et ça demande que ce soit financé par les organisations, les grandes organisations, les grandes institutions. Donc notre ADN, c'est cette littérature et ce rapprochement. Et puis on a inventé un média qui s'appelle le distributeur d'histoire courte, que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu dans les gares, en particulier dans des hôpitaux ou dans des centres commerciaux. Et ce distributeur, beaucoup de gens sont passés devant, et des professeurs sont beaucoup venus nous dire « mais c'est formidable, est-ce qu'on peut en mettre dans des écoles ?» Le distributeur était trop grand, trop cher, pas assez mobile pour qu'on puisse aller dans cette direction-là dont on sentait que c'était vraiment très important. Donc nous avons décidé, nous avons profité de la crise du Covid pour développer pour adapter notre concept au monde éducatif et au monde de la médiathèque, donc lui permettre de répondre exactement à ce que souhaite faire la Banque des Territoires, c'est-à-dire d'être dans l'itinérance et dans la lutte contre l'illettrisme, donc, mais l'itinérance d'abord pour les jeunes,
au sein du secteur éducatif, au sein des établissements. Et donc nous avons développé un mini distributeur d'histoire courte. Alors on est à la radio, donc ceux qui sont présents peuvent le voir ici. Et peut-être que vous pouvez passer juste la main devant un bouton pour voir comment un papyrus sort, puisqu'on est un éditeur numérique qui va vers le papier. C'est-à-dire qu'on permet aux jeunes ou aux moins jeunes de vivre réellement l'expérience de l'édition. Puisque à ce cube est connecté un site qui s'appelle le site Édito et qui permet aux professeurs ou à l'animateur dans des associations, dans des médiathèques, de donner envie d'écrire aux jeunes ou aux moins jeunes qui seraient impressionnés par cette idée-là, avec un environnement complètement fermé, très facile d'accès, le plus facile d'accès possible, qui fait qu'on peut faire des allers-retours entre l'auteur et l'enseignant. Et que lorsque l'enseignant ou l'animateur décide que c'est de qualité suffisante, l'enseignant peut offrir la chance aux jeunes de voir son histoire publiée sur papier, comme tout écrivain, on va dire, reconnu, qui a un livre. Et ici, ce sera donc un papyrus. Vous avez aussi adapté une partie du quelque chose du dispositif aux troubles qu'on peut rencontrer en milieu scolaire qui peuvent être pénalisants, c'est-à-dire les troubles 10. Voilà, absolument. Le site Édito, comme d'ailleurs le Cube, il nous a paru très important. En fait, là aussi, ce sont les professeurs qui nous l'ont dit. Donc, je pense que tout ce que vous avez dit qui vient d'en bas, d'en bas du territoire, j'entends, et du terrain, contrairement à ce qui descend. En fait, les professeurs, les premiers cubes que nous avons installés, on nous a dit dans un collège, on va le mettre dans une classe Ulysse. Donc on s'est dit, oui, c'est génial comme idée. Et puis après, tac, on a donc développé des fonctionnalités qui font qu'on favorise la lecture pour les élèves 10 et qu'il y a la possibilité de choisir ce point-là très important. Nicolas Turca. En fait, je voulais compléter sur la particularité et pourquoi le sujet aussi nous a, au-delà de ce qu'a pu dire Julie tout à l'heure sur les critères de l'appel à projet, c'est le côté immobilier. J'allais dire, à la Caisse des dépôts, vous savez, on a beaucoup de mètres carrés, sur beaucoup de sujets, y compris chez CDC Habitat, ailleurs. Et la logique d'avoir disposé du numérique et d'une innovation numérique autrement dans un lieu donné, c'est assez rare pour être noté. Et c'est ce qui a attiré notamment notre attention lors de l'appel à projet. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est ça, dans la logique de faire autrement, justement, pas seulement faire un cours, pas seulement faire un atelier, pas seulement faire une apps mobile éventuellement, mais peut-être aussi simplement une box qui édite des textes de manière plus ou moins paramétrée et accompagnée, d'accord ? C'est aussi une manière de faire autrement. Et c'est ça qui nous intéresse, de trouver d'autres manières. Vous parliez de pépites tout à l'heure, ça en est probablement une, en effet, dans une logique très immobilière qui utilise le lieu aussi comme quelque chose de valorisant et de dédiscriminant aussi. Oui. D'accord ? Parce que l'école, ça peut être parfois un peu impressionnant pour un certain nombre de nos compatriotes. Je disais que c'était notre ADN et donc nous sommes une entreprise à mission. On a fait partie des premières entreprises à mission en France. Mais parce que, en fait, c'est ce que vous dites, Nicolas, c'est apporter de la culture dans des lieux où on ne l'attend pas. Et rapporter ça aux jeunes et permettre aux jeunes de lire et d'écrire, c'est leur permettre d'avoir un savoir fondamental qui est indispensable pour qu'ils trouvent un épanouissement dans leur vie et dans la société. C'est ce qu'on a dans notre mission. Voilà. Je ne sais pas si vous vous êtes dit ça, sans doute pas, quand vous avez lancé il y a plusieurs années Short Edition, mais le fait d'utiliser des formes courtes à une époque où on parle beaucoup de zapping, d'attention de courte durée, c'est aussi une manière de s'adapter à la cible, entre guillemets, à votre public. Alors tout à fait, et même c'était il y a 10 ans, donc quand on a commencé à travailler sur le projet il y a 12 ans, et je peux vous dire qu'on a été à peu près les premiers à parler de temps de lecture, c'est-à-dire que nos machines ne demandent pas aux jeunes de décider ce qu'il va lire, est-ce qu'il préfère un roman policier, est-ce qu'il préfère de la science-fiction, parce que rien que cette question-là, ça peut être déjà stressant. Nous, simplement, on dit, appuyez sur le bouton et vous avez aléatoirement une histoire qui va vous être offerte, et vous aurez moins de 5 minutes de lecture avec un début, une fin. Et donc, on est dans une redécouverte et dans une ouverture. Je voulais insister aussi sur cette notion d'itinérance qui va très très bien dans la notion de territoire. C'est que nous, on a le dispositif, il est plébiscité par les professeurs et par les médiathèques. Et ça, c'est la très bonne surprise de cette année. C'est qu'en fait, les médiathèques sont extrêmement intéressées pour lutter contre l'illettrisme et pour l'itinérance de la lecture.
Donc ça veut dire que, alors quand on parlait de aller vers, vraiment on est dans cette volonté-là. Non seulement on le met dans des lieux, enfin quand il est fixe on le met dans des lieux où on ne l'attend pas, mais en plus on peut déplacer le cube dans les bibliobus, d'ailleurs certaines médiathèques nous en ont parlé, on peut l'emmener, l'adapter à un atelier. Et le dernier point, c'est que l'animateur auquel on demande de réaliser un atelier d'écriture, il est lui-même dérangé, parce qu'il n'est pas forcément très à l'aise avec l'écrit. À partir du moment où il y a le cube, en fait, on l'aide aussi, lui, à dépasser cette crainte-là. Et ça, on l'a su parce qu'on a travaillé avec des associations qui sont en médiation et qui utilisent le cube dans des centres de loisirs ou dans des hôpitaux même, dans des services ou dans des... Voilà, et qui sont aperçus de cette... Du sourire que ça déclenche, de la poésie que ça déclenche. Tous ces mots-là, ils ont été dits par nos utilisateurs. Il y a un truc assez magique, moi je trouve que c'est une boîte magique, on appuie dessus, Voilà. on ne sait pas ce qui va sortir, on sait que ça va nous occuper quelques minutes. Mais revenons au concret, on parlait d'impact, et ça c'est une notion qui est quand même assez importante. Qu'est-ce que va vous permettre de faire cet accompagnement de la Banque des Territoires ? Alors, je prends mon papier. Prenez votre papier, Voilà. On veut des chiffres. Alors d'abord, première chose, vous avez dit que vous souhaitiez donner un élan et accompagner des projets existants. À ce jour, nous avons aujourd'hui 160 établissements qui utilisent le site édito ou le cube, et nous avons 10 médiathèques, ce qui représente environ 80 000 jeunes et 20 000 personnes touchées aujourd'hui. Grâce à cet appel à projet, nous allons pouvoir ajouter 40 établissements, 55 000 jeunes, 30 médiathèques, donc 50 000 personnes, dont la moitié des adultes et des jeunes. Donc on va dire 80 000 jeunes et 25 000 adultes en plus. Voilà, sur des projets avec des territoires avec lesquels on commençait à discuter et qui évidemment sont extrêmement intéressés par l'intérêt que porte et puis la sécurité qu'apporte la Banque des Territoires. Vous avez dit, Nicolas, que vous étiez une banque. Nous, on n'aime pas beaucoup ces mots-là, mais dans ce cas-là, vous rassurez nos partenaires. Voilà, vous rassurez nos partenaires, et ça c'est très important pour nous aider à donner de la visibilité à ce nouveau. Ah, mais ce qui rassure, c'est l'impact en fait. Et cette notion-là, on n'a pas assez insisté peut-être en introduction, mais c'est... Et ce qui guide d'ailleurs notre choix du jury, et lorsqu'on a fait notre réunion du jury, et également lors de l'instruction, c'est le fait de quel est l'impact que ça va générer. Aujourd'hui, c'est un sujet majeur de l'ensemble. Tout à l'heure, Nicolas, pour le réseau Canopé, en a parlé. Le fait qu'un dispositif bien accompagné est un dispositif qui génère plus d'usage. Évidemment, quand tu formes des enseignants, mécaniquement, ils utilisent les outils sur lesquels tu les as formés. Ça me paraît très, très logique. C'est une nouveauté parfois pour l'éducation nationale, mais c'est quelque chose d'important, en tout cas, à souligner. Et là, ici, dans notre sujet, c'est l'impact que ça génère et l'impact territorial notamment. Voilà. Je m'arrête si j'ai trop parlé, pardon. Non, pas du tout. Garder le goût de la lecture, c'est un pilier fondateur. Affiner son analyse critique aussi, et c'est l'objet d'une seconde start-up lauréate du dispositif numérique inclusif, numérique éducatif. Là, on parle d'éducation aux médias, Julie Stein. Exactement, avec Spicy Éducation, donc il y a un autre lauréat au niveau national de l'appel à projet numérique inclusif, numérique éducatif, et qui sensibilise justement à un projet hautement important, surtout à l'heure actuelle, c'est celui des fake news et des théories du complot, et qui accompagne les jeunes dans la sensibilisation à la lutte contre ces fausses informations. Mais je vous propose de nous rendre sur le stand justement de Spicy Educ avec Alexandra Delaunay qui est sur place. Et oui, je suis sur le stand de Spicy Educ, mais si je suis ici sur le stand aujourd'hui avec son directeur général, c'est parce qu'ils ont répondu et ont été sélectionnés à l'appel d'offres de la Banque des Territoires, numérique inclusif et numérique éducatif, grâce à leur plateforme. Bonjour Jean-Bernard Schmitt. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de Spicy Educ en quelques dates ? En quelques dates, c'est une plateforme numérique donc, qui est née de cette idée qu'il fallait fournir aux enseignants, aux documentalistes, aux formateurs, toutes sortes de ressources, vidéos, fiches pédagogiques, tests, etc., pour travailler sur une matière qui devient essentielle aujourd'hui, l'éducation aux médias et la lutte contre la désinformation et le complotisme. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure ?
Ce qui nous a motivés, c'est que nous, Spicy, donc on est un média qui s'est créé il y a un peu plus de 6 ans, et dans notre travail de journaliste, on a été confronté au complotisme, à la désinformation, et on a commencé très tôt à intervenir dans des classes de collège, de lycée, voire à l'université, pour aider les enseignants à travailler sur cette question, parce qu'il fallait du matériel et il fallait avoir les réponses adéquates, notamment face à des jeunes qui s'informent de façon totalement nouvelle sur les réseaux sociaux et qui sont confrontés en permanence aux mensonges et aux faux. Et donc ce qui nous a motivés, c'est cette idée de leur dire on a des ressources, on a des vidéos, on a des documentaires, on vous les met à disposition et on vous met à disposition nos méthodes, nos façons de faire, et à vous de pouvoir les utiliser comme bon vous semble devant et avec vos élèves. Justement, vous parliez donc d'étudiants, d'élèves. Donc, comment vous avez vraiment construit cette plateforme avec l'aide des utilisateurs? Comment vous êtes pris? En fait, on s'est d'abord fondé sur notre propre expérience et surtout sur les retours des enseignants avec lesquels on travaillait et qui nous disaient, on faisait des séances avec eux, on montrait les documentaires et les vidéos aux élèves et on travaillait, on imaginait des exercices avec eux. Et ça a donné lieu à une création de méthodes. Et du coup, ça a donné naissance à une plateforme qui est extrêmement facile d'utilisation. Je peux vous montrer. L'idée, c'est en fait, ça fonctionne un peu comme un mini Netflix hein, de l'éducation aux médias et de la lutte contre la désinformation. Donc, on vous met des contenus en avant, à la fois des documentaires et des petits formats. Ça va de 1 minute 30 à 90 minutes. C'est organisé en parcours pédagogique. Vous voyez, théorie du complot, évidemment, beaucoup de choses autour du Covid, de l'éducation aux médias. On parle beaucoup, évidemment, des réseaux sociaux aussi. C'est une question très complexe à travailler. On parle vraiment de la façon de démêler le vrai du faux et aussi des impacts du numérique sur la démocratie. Et si vous choisissez de rentrer dans une vidéo, et ben après ça fonctionne très simplement. Vous cliquez sur la vidéo, elle s'ouvre et vous pouvez la lancer. Et c'est accompagné de questionnaires, de fiches pédagogiques, de fiches d'exercice. Et vous pouvez organiser le travail comme bon vous semble. Et justement, à qui s'adresse cette plateforme? Est-ce que c'est réservé aux professeurs et aux étudiants ou à plusieurs autres personnes? En fait, le public concerné est très vaste. D'abord, dans un premier temps, effectivement, c'est plutôt les lycéens, les collégiens, les étudiants, par l'intermédiaire des enseignants, les professeurs, les documentalistes, les professeurs d'histoire, les professeurs de sciences, qui vont utiliser ces ressources pour faire cours et pour imaginer des séances de travail. Mais après, plus globalement, les élèves peuvent travailler en autonomie aussi chez eux et avec leur famille sur la plateforme. Et puis, ça s'adresse en fait à tous les publics, plus largement, qui vont être confrontés à ces questions-là. Exemple, les unités de jour de la PJJ qui peuvent avoir besoin de ça, les écoles de la deuxième chance, les écoles d'enseignement supérieur, écoles de commerce, écoles de communication, écoles d'ingénieurs. En fait, on se rend compte que ces problématiques sont tellement transverses, tellement importantes. Hélas, aujourd'hui, vu tout ce qui nous arrive et vu les bouleversements de l'information, que le public touché est très très large. Et donc aujourd'hui, vous avez le soutien de la Banque des Territoires. Et donc, qu'est-ce que ça va vous permettre d'accomplir dans le futur? Alors, il y a 3, pour nous, chantiers vraiment importants qui s'ouvrent maintenant, et grâce à la Banque des Territoires, qui vont pouvoir être actionnés. D'abord, un élargissement du déploiement en fait, de Spicy Educ. L'idée, encore une fois, de toucher le maximum de personnes. Deuxième chantier, c'est évidemment la création de nouveaux contenus en permanence. Parce que d'abord, il y a des questions importantes à traiter, et puis parce que l'actualité, hélas, nous montre toujours des choses nouvelles aussi à traiter. Puis troisième chose, l'amélioration des performances, non pas du service, parce qu'il fonctionne très bien, mais nouvelles fonctionnalités, notamment pour permettre plus d'interaction, pour permettre un travail peut-être un peu en ligne, etc. Des choses nouvelles, dont on a déjà l'idée, mais qu'on va pouvoir développer. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. On peut vous retrouver donc sur le stand de Spicy Educ dans le village des startups. Maintenant, retour sur le stand de la Banque des Territoires avec Héloïse. Merci Alexandra. La compétence numérique, c'est aussi de l'éducation aux médias, ça, Nicolas Turca, Julie Stein. Exactement, c'est complètement aussi de l'éducation numérique et de l'inclusion numérique. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas informé, si vous êtes mal informé, si vous ne savez pas vous informer, vous êtes nécessairement exclu. Et aujourd'hui, on le voit bien avec dans le monde dans lequel on vit, les compétences
compétences actuelles évoluent, ça fait partie du set de compétences qu'il faut avoir dans son bagage. Et donc complètement, ça répond également aux objectifs et à l'éducation et l'inclusion numérique. Quel accompagnement pour ces projets à partir de maintenant, Julie? Il y a un soutien financier, mais pas que? Non, pas que. Effectivement, on veut vraiment soutenir les projets en les accompagnant, en leur permettant aussi d'étendre et de les accompagner sur des thématiques précises sur leur territoire. S'ils ont besoin d'un soutien de notre part en ingénierie, s'ils ont besoin d'un soutien de notre part pour faire du lien aussi plus facilement avec d'autres partenaires, on est évidemment présent et on souhaite vraiment que cet accompagnement, encore une fois, il n'aille pas que sur une initiative à un temps T, qu'ils puissent se poursuivre dans le temps. Donc c'est vraiment important pour nous d'accompagner aujourd'hui ces projets et puis de voir aussi, de découvrir avec eux comment pérenniser leurs actions. On était sur des projets nationaux, sur les 40 qui ont été sélectionnés. Combien sont nationaux, combien territoriaux? On a 6 projets nationaux et tous les autres projets, donc les 34 autres projets sont territoriaux. Mais on va en découvrir un justement à mes côtés, Dylan Mavungo qui nous a rejoint sur le plateau de la Banque des Territoires. Julie, je vous laisse dire un mot sur le projet Campus. Exactement, le projet Campus, donc un projet qu'on a découvert un petit peu avant le label à projet numérique inclusif, numérique éducatif, pour vous dire, parce qu'on a été heureux dans le cadre d'une autre initiative d'accompagner déjà Dylan dans le développement et le déploiement de son projet. Ce qui nous a vraiment plu avec Campus, c'est cette notion vraiment de parcours qu'il permet de développer et l'accompagnement justement qu'il permet aux jeunes, un petit peu comme je le disais tout à l'heure, sur ces compétences aujourd'hui numériques qu'il faut avoir, qui sont nécessaires, qui sont transversales et qu'il est impératif de développer. Dylan, bienvenue avec nous sur le stand de la Banque des Territoires. Ce projet Campus, c'est un peu plus large que ça. On va au-delà du numérique. C'est un projet de vie global pour les utilisateurs en fait. Oui, d'abord bonjour et merci pour l'invitation. Merci pour la confiance également accordée dans le cadre de ce soutien au projet Campus. En effet, Campus, c'est un projet éducatif innovant qui vise à permettre aux jeunes de libérer leur potentiel par de nouvelles pratiques pédagogiques et dans ce cadre-là, les aider à prendre en main leur avenir. Et ça prend la forme d'un parcours pédagogique qui s'appuie sur 3 moyens forts. D'abord l'immersion avec un séjour éducatif Campus sur les vacances scolaires. Ensuite des séances de mentorat à l'année. Et enfin la transmission par les pairs, puisque le programme est entièrement encadré et organisé par des étudiants et jeunes diplômés de parcours de réussite variés. Et le dernier moyen sur lequel on s'appuie fortement, c'est le développement de compétences, donc la pédagogie active, apprendre en faisant, donc par la pratique. Là, on parle d'un projet qui est ancré sur un territoire. Ce territoire, c'est le vôtre? C'est celui où vous-même, vous avez grandi? Tout à fait, ouais. Moi j'ai fait ma scolarité au lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles et il y a plusieurs membres de l'équipe pédagogique qui en sont également issus. Donc on a commencé avec la ville de Sarcelles et là on est petit à petit en train de s'étendre à de nouveaux territoires. Et dans ce cadre-là, notamment qu'on est soutenu par la Banque des Territoires, on vise 10 territoires touchés en 2022. Donc sur l'inclusion numérique, qui est un volet qui fait partie globalement de votre manière d'appréhender vraiment une trajectoire globale de vie, c'est indéniable que vous ne pouviez pas faire sans. Qu'est-ce que vous développez comme compétences? Oui, d'abord c'est vrai qu'on a co-construit tout le contenu pédagogique avec des professeurs, des chercheurs, des entrepreneurs, des associations et même du personnel pédagogique et éducatif au niveau local. Et donc il est ressorti de cette co-construction que les compétences numériques devaient être davantage valorisées dans le cadre de ce programme pédagogique. D'abord avec les enseignements du confinement et on se rend compte qu'en fonction des différents territoires, les jeunes ne sont pas tous formés aux outils numériques et à la pratique et aux différents usages. Donc ça prend une place centrale dans le cadre de nos séjours. Ça se décline sous différentes façons. Il y a des ateliers pratiques de montée en compétences numériques où on se focalise sur la maîtrise de l'outil en tant que tel et l'initiation d'abord au pack office par exemple. Et chaque initiation et séance se décline sous forme de projets collectifs ou d'ateliers pratiques comme des ateliers CV, l'aide de motivation, la découverte des choix Parcoursup notamment et toute autre plateforme qu'on peut expérimenter sur les séjours. Ça c'est utile, franchement. Il y a de la vidéo aussi, je crois. Il y a aussi de la vidéo. Les jeunes font partie de la co-réalisation des mini-documentaires qu'on réalise sur les séjours, mais également de la gestion de la communication sur les réseaux sociaux, des interviews qu'ils mènent aussi bien dans la même génération et la promotion de jeunes qu'on accompagne, et au-delà du séjour avec des professeurs et les chercheurs qui co-construisent le contenu. Ouais. Vous en êtes où là, on va dire à la rentrée 2021 ? Qu'est-ce qui s'est amorcé et qu'est-ce qui va s'amorcer dans les 2 ans à venir ?
Là, à la rentrée 2021, on a accompagné une première promotion de jeunes. Donc, on avait d'abord expérimenté un petit peu le modèle avant cette rentrée 2021. Et donc, le programme officiel a commencé en septembre avec une première promotion de 40 jeunes. Aux vacances de février 2022, on aura accompagné presque 200 jeunes déjà. Et à la fin de l'année 2022, on vise 1000 jeunes. C'est en fait une montée en puissance qui est permise par la retransmission. Tous les jeunes bénéficiaires du programme en bénéficient gratuitement. Ils ne payent pas pour en faire partie. Par contre, ils s'engagent à retransmettre aux plus jeunes générations. Et ainsi de suite, on permet de monter en puissance assez facilement de génération en génération, puisqu'on est convaincu que par la transmission par les pairs, on est capable de multiplier l'impact. C'est un engagement de leur part. Exactement, ils signent une charte d'engagement en fait quand ils s'inscrivent au parcours pédagogique qu'on leur propose. Donc ils disent ok, nous on en bénéficie sur 6 mois de l'année scolaire et après on s'engage à être formés pour retransmettre aux plus jeunes générations. C'est un système pyramidal vertueux, ça s'appelle. Exactement, et qui agit sur tous les temps éducatifs. C'est un autre axe qui nous semblait très important avec l'appel à projet numérique inclusif, numérique éducatif, et le projet Campus y répond vraiment admirablement. Et l'autre axe aussi qu'on cherchait à développer, c'est, comme je l'ai très bien dit Dylan, l'engagement des jeunes et l'engagement notamment dans un parcours, dans un enseignement, pour que leur enseignement ne soit pas subi. Au contraire, qu'ils en soient vraiment acteurs et que ce soit quelque chose qui leur permette de se développer, bien évidemment, sur un plan éducatif et professionnel, mais aussi personnel. Et il y a cette notion d'égalité des chances qui est centrale. Oui, tout à fait. Ouais. On va continuer à se promener. On a parlé de pas mal de choses, mais pas encore de réalité virtuelle. Et la réalité virtuelle est en train de se développer dans l'éducatif. Et pour ça, on va à nouveau rejoindre Alexandra Delaunay, qui est avec le 4e lauréat que vous souhaitiez nous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas si Alexandra est avec nous. Je vous reçois très bien. Où êtes-vous, Alexandra ? Je suis juste derrière le stand de la Banque des Territoires avec l'entreprise Rinbou qui s'est lancé un défi, apprendre l'anglais aux enfants grâce à la réalité virtuelle. Et je suis avec l'un de ses fondateurs qui a été sélectionné à l'appel d'offres de la Banque des Territoires grâce à un casque de réalité virtuelle. Donc les explications avec Redouane Bouchan. Bonjour Redouane. Bonjour, merci pour l'invitation. Mirabeau, qu'est-ce que c'est ? Alors, on s'est mis en fait en tête de mettre le meilleur de la technologie entre les mains des enfants pour développer leur potentiel. Du coup, voyant le potentiel des technologies immersives, on a décidé de développer une pédagogie innovante et multisensorielle qui permet en fait aux enfants d'apprendre tout en s'amusant. Donc en clair, c'est un casque de réalité virtuelle avec une application. Aujourd'hui, il y a 55 leçons qui permettent de couvrir 200 mots de vocabulaire et les enfants apprennent via en fait une pédagogie qui allie immersion, interaction et répétition. C'est ludique et inclusif à 2 échelles. Inclusivité économique parce que l'idée c'est vraiment de mettre le meilleur de la technologie à un prix accessible pour tous les parents et aussi parce que c'est destiné aux enfants et adapté aux enfants atteints de troubles de l'apprentissage. Et donc vous proposez plusieurs histoires pour apprendre l'anglais. Donc quelles sont-elles et est-ce que vous allez en développer d'autres ? Oui, donc en fait, on a développé plusieurs thèmes. L'idée, c'est de faire interagir les enfants avec les thèmes et les histoires via un apprentissage situationnel. On a les pirates, on a la famille royale et on a aussi les animaux. Donc chaque thème a des visées pédagogiques différentes avec un apprentissage de vocabulaire particulier. Et l'idée après maintenant, c'est de s'appuyer en fait sur des contes, sur des histoires que les enfants connaissent déjà, par exemple les contes de Grimm ou autres, pour qu'après, ils puissent les appréhender en anglais et que ça facilite leur apprentissage de vocabulaire. Et pourquoi vous avez développé cette solution pour répondre à l'appel d'offres de la Banque des Territoires ? Alors, on a développé la solution avant parce que, en fait, en France, on a seulement 15% des personnes qui ont, après le bac, un bon niveau d'anglais, alors qu'en fait, après le bac, ils ont étudié plus de 700 heures. Donc, on se dit qu'au niveau de la méthodologie, il y a peut-être quelque chose à apporter pour que ça puisse faciliter à un maximum. Et du coup, on s'est dit que l'anglais, c'est vraiment la porte ouverte, la porte d'entrée justement aux opportunités professionnelles, aujourd'hui, que ce soit dans le business ou dans la tech. Nous-mêmes, on s'y est confrontés parce que dans l'informatique et dans les métiers porteurs, si on n'a pas l'anglais, on est complètement bloqué. Et du coup, c'était vraiment allier l'utile à l'agréable et permettre aux enfants de se développer, de s'accomplir tout en s'amusant. Et cette plateforme, elle est réservée aux enfants exclusivement ou alors à un autre public aussi ?
Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on est destiné aux enfants à partir de 6 ans, donc niveau primaire. C'est complémentaire au programme scolaire. L'idée, c'est de leur donner confiance à travers notre technologie et nos leçons. Maintenant, bien évidemment, en tant que start-up, on a d'autres projets. Et l'idée, c'est d'élargir le champ. Donc à partir du début de l'année prochaine, on va traduire nos contenus en français et en espagnol. Et après, on va avoir une visée un peu plus large. Et donc avec l'investissement de la Banque des Territoires, quel cap espérez-vous franchir avec Mirabeau? Quelles sont vos ambitions? Alors, l'investissement de la Banque des Territoires, il va nous être très utile, notamment pour consolider ce qu'on a réussi à faire avec les territoires. Donc, on avait aussi remporté d'autres appels à projets, cités éducatives, et l'idée, c'est d'équiper un maximum de 800 enfants sur notamment le territoire de Seine-Saint-Denis. Et ça va nous servir notamment pour financer de la R&D et aussi de la mesure d'impact pour vraiment implémenter Mirabeau dans le paysage éducatif français. Et après, va pouvoir dupliquer à terme notre méthode un peu partout en France. Et donc je vois que vous êtes venu avec votre matériel et donc votre casque de réalité virtuelle. Donc j'aimerais bien faire une petite démonstration. D'accord. Alors pour la démo, on va lancer l'application. Donc quand vous lancez l'application, on a plusieurs thèmes. Donc ça fait un peu Netflix, vous défilez un peu les différents thèmes. Donc on va partir par exemple sur les pirates. Du coup, on voit un peu la visée pédagogique du thème. On a différentes leçons, donc c'est un peu comme sur les jeux vidéo, une map avec différents niveaux. On va sur le premier niveau, on a un petit tutoriel. Et là, on est prêt à jouer, à lancer la leçon. Et comme vous pouvez le voir, quand on enfile le casque, l'enfant il se retrouve dans une île déserte. Il va lancer la leçon. Et là, on a un audio. Et là, on a perdu Alexandra Delaunay. Et donc là, on lance un premier contenu. Donc notre pédagogie, en fait, elle implique justement l'immersion. Donc l'immersion dans un monde. Ensuite, on présente 3 mots de vocabulaire. Après, on va poser 3 questions. Et ensuite, on va présenter 3 verbes. Dans une leçon de 10 minutes, l'enfant, il est censé apprendre 6 mots. Donc 3 noms et 3 verbes. Et ensuite, avec la répétition, ça lui permet justement d'apprendre. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de réduire les inégalités face à l'éducation. Consolider en fait la continuité pédagogique grâce justement à un outillage technique qui est vraiment accessible à tous et aussi de permettre aux accompagnants sur le temps scolaire d'être équipés par exemple avec des fiches pédagogiques pour que même si en tant qu'accompagnant, en tant que prof, en tant que personne du périscolaire, on n'a pas les compétences en anglais, on puisse être outillé pour faire en sorte que les enfants puissent progresser en anglais. Bon Héloïse, moi je continue à m'amuser avec mon casque virtuel sur mon île déserte. Vous perdez pas sur votre île déserte, Alexandra Delaunay, merci beaucoup. Merci. Vous avez testé le dispositif, Julie? Vous avez vu la Non, j'ai pas eu cette chance. Il faut y aller. Je ne manquerai pas d'y aller. Rainbow, c'est un bon exemple pour finir parce que ça illustre vraiment ce qu'on veut porter avec le dispositif numérique inclusif, numérique éducatif, mais aussi plus largement. Vous l'avez dit au début de votre propos, le numérique, c'est souvent vu comme quelque chose de subi, qui est vecteur d'exclusion, et à raison, il peut l'être, mais c'est aussi quelque chose qui, dans nos vies de tous les jours, nous permet d'apprendre, nous permet de nous divertir, nous permet de réaliser des tâches qui sont des tâches quotidiennes et avec lesquelles vraiment on a appris aujourd'hui à vivre. On a un numérique du quotidien aujourd'hui, un numérique du quotidien qui, s'il est bien utilisé, peut être vecteur de beaucoup d'innovation, de facilité de vie, de facilité pour les citoyens, et c'est vraiment ce qu'on cherche à porter avec cet appel à projet-là et plus largement à la Banque des Territoires. Un point sur le côté... Vous vouliez ajouter quelque chose, Nicolas? Allez-y. Sinon, on vous arrête plus. Je pense qu'on a la même question. Concernant les territoires, justement, on est sur un projet territorial. C'était pas la même question, mais allez-y, Nicolas. Non. On est entre nous. Donc, ma question, c'était, on est sur un projet territorial. Il y en a, vous m'avez dit 34 qui ont été sélectionnés. Est-ce qu'il y a un maillage du territoire qui a été décidé? C'est-à-dire, est-ce que vous avez essayé de répartir pour qu'un maximum de territoires de l'Hexagone soient touchés? Oui, on a essayé. Alors, on n'y a pas complètement répondu. Heureusement, c'est pour ça qu'il y a 2 autres vagues de cet appel à projet qui vont intervenir. Aujourd'hui, on a couvert quand même une bonne partie du territoire. Il y a l'arc ouest, nord, est qu'on n'a pas encore réussi assez à couvrir à notre goût et qu'on souhaite vraiment couvrir avec les 2 autres vagues qui interviendront. Et on aura justement d'ailleurs une attention particulière
particulière sur ces territoires-là à l'avenir pour les futurs projets lauréats. Donc appel aux territoires de l'Ouest, du Nord et de l'Est. Appel aux territoires, appel à d'autres acteurs aussi. Vous êtes plutôt sur des associations, des privés? Alors on sera toujours sur des associations et des acteurs de la EdTech. C'est des acteurs qui nous semblent importants. On veut qu'ils continuent à candidater à cet appel à projet-là, mais on a eu très peu d'acteurs publics. Or on est vraiment convaincus qu'ils portent énormément d'initiatives sur les territoires. On souhaiterait qu'ils soient plus porteurs de projets de l'appel à projet numérique inclusif, numérique éducatif. Donc appel également aux collectivités territoriales et autres acteurs publics pour qu'ils se lancent dans l'aventure numérique inclusif, numérique éducatif. Nicolas Turquin. Non, mais en fait, c'est exactement le point, c'est appel aux collectivités, parce qu'aujourd'hui, et c'est bien le sens, pour résumer un peu de ce qu'on s'est dit, c'est faire des choses autrement, avec d'autres acteurs du territoire. Donc, je pense par exemple j'ai un exemple d'une France Service. Vous savez, c'est un dispositif, c'est un guichet de service public dans les territoires que vous trouvez dans les petites villes aujourd'hui, avec des médiateurs numériques dedans, qui aujourd'hui s'est hybridé avec l'Académie de Bordeaux pour justement être capable de proposer des services d'accompagnement aux familles et aux enfants également, d'accompagnement des services de scolarité scolaire et périscolaire. D'accord ? Vous retrouvez ça à Agen avec le groupe La Poste, en partenariat d'ailleurs avec la Banque des Territoires, mais également à Mirambeau, qui est porté par une collectivité territoriale qui est tout petit à côté d'Angoulême, toujours en Nouvelle-Aquitaine. Donc on est sur des dispositifs un peu innovants et justement où c'est ce qu'on cherche, aller encore un cran plus loin sur le sujet. Et mon dernier point, ça sera sur l'opportunité. Là, on a beaucoup décrit le numérique comme quelque chose d'excluant, comme quelque chose de parfois négatif, y compris par exemple sur ce qu'on vient de se dire sur les fake news. Je veux insister sur le fait que c'est aussi un outil, et je pense que Dylan aujourd'hui l'a montré tout à l'heure, c'est aussi un outil d'opportunité. C'est-à-dire que c'est donner des opportunités supplémentaires pour résoudre des enjeux qu'on partage tous, sur l'égalité des chances, sur l'accès à l'information, sur se donner des pouvoirs complémentaires pour agir dans nos territoires. Donc là, pour le coup, j'insiste sur ce numérique d'opportunités qui donne d'autres opportunités et d'autres façons de faire, y compris sur de l'innovation pédagogique ou sur des choses comme ça. Sur le sujet de ces France Services qui collaborent avec effectivement l'éducation nationale, je vous donne rendez-vous demain après-midi sur le stand de la Banque des Territoires, puisqu'on aura à 15h30 une émission autour des tiers-lieux, effectivement, tous ces lieux qui se développent, multi-compétences, un peu protéiformes, mais qui du coup provoquent des synergies qui sont vraiment extrêmement intéressantes. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est vraiment nouveau ce qui se passe en ce moment dans les EdTech. En attendant, les prochaines vagues de sélection, la prochaine vague de sélection sur numérique inclusif, numérique éducatif, Julie Stein, c'est quand ? Ça interviendra autour du mois de décembre, aux environs du 15 décembre. On ouvrira la seconde vague de l'appel à projet. On se retrouve à ce moment-là pour en parler sur Banque des Territoires, la radio. Merci à tous d'avoir été avec nous aussi nombreux. Merci beaucoup Guilhem Pradalier, vous êtes directeur général de la MEDNUM. Merci beaucoup Nicolas Turquet, directeur de cabinet réseau Canopé, qui est sur son carnet ou sur son téléphone, j'arrive pas à savoir. Les deux, mon général. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un bravo, un merci, un bonne route aux 4 projets qu'on a rencontrés aujourd'hui, Short Edition, Rainbow, Campus, et j'en oublie un, Spicy Educ, qui était avec nous, et aux représentants qui nous ont présenté leur projet. Bonne route également aux 36 autres. À très bientôt sur la Banque des Territoires, la radio. Nicolas Turquin, Julie Stein. Bel après-midi. Bon salon Éducatech Éducatis.